Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Ici Paris, Paris sous la pluie, Paris sous les nuages. Mais heureusement, les vannes du ciel se sont fermées depuis hier et s'il crachine, il ne pleut pas. En tous les cas, une journée grise. La place de la Concorde, entourée de drapeaux tricolores. L'obélisque sur fond de ciel gris. Le défilé du 14 juillet retrouve cette année son cadre traditionnel. C'est autour de l'Arc de Triomphe que sont massées les troupes que, dans quelques instants, le président de la République va passer en revue avec le général Méry. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Et c'est sur la partie basse des Champs-Élysées, entre le rond-point et la Concorde, qu'aura lieu le défilé lui-même. Vous voyez les deux grands bâtiments qui flanquent la rue Royale, c'est-à-dire le ministère de la Marine et celui d'un très grand hôtel parisien, comme l'on dit, la voie royale, les Champs-Élysées, juste à droite, la place vient de disparaître de l'écran, c'était l'emplacement de la statue de Brest, où le 21 janvier 1793, Louis XVI fut guillotiné. Le président est attendu à l'angle de l'avenue Friedland par le général Méry. Rappelons que cette année 1980 marque le 100e anniversaire de la célébration par la France du 14 juillet. La Bastille se rendit au peuple de Paris en 1789, mais entre l'événement et la première célébration officielle d'il y a 100 ans, les Républicains avaient dû livrer un très long combat pour en imposer la nation. La tribune officielle, la tribune des personnalités officielles, devons-nous dire, vous voyez plusieurs membres du gouvernement, M. Monory, de dos, M. Dornano, il faudrait les citer tous et j'aurais peur d'en oublier, ce qui fait que vous les reconnaîtrez, je pense, sans que j'ai besoin de les citer. M. Bonnet, tout de même, qui va serrer des mains. En fait, au XIXe siècle, sous les régimes personnels, ce n'était pas la République, les régimes personnels comme l'Empire, la Restauration, le Second Empire, ceux qui voulaient marquer la date anniversaire de la prise de la Bastille étaient jugés dangereux et souvent, il faut bien le dire, mis en prison. Les gouvernements de l'époque avaient moins d'indulgence que le gouvernement que vous voyez sur votre écran. La Bastille, donc, rappelions-nous, était tombée en 1789, la tribune de la mairie de Paris avec M. Chirac, le voici, qui parle avec, me semble-t-il, le doyen du corps diplomatique, le nonce du Saint-Siège apostolique, l'ambassadeur de Tunisie, M. Mabrouk, l'ambassadeur de la Haute-Volta, vice-doyen du corps diplomatique, l'ambassadeur du Tonga, avec des lunettes, à côté de lui l'ambassadeur d'Union soviétique, les pays étant rangés, les ambassadeurs étant rangés par leur ordre de présentation de lettres de créance à Paris. La Bastille était tombée en 1789, un an plus tard, ce fut le grand rassemblement non loin de ce qui est maintenant l'Arc de Triomphe, c'est-à-dire au Champ de Mars pour la fête de la Fédération. Louis XVI jura fidélité à la Constitution devant des centaines de milliers de personnes, puis très vite, et beaucoup plus vite qu'on le croirait, le 14 juillet ne sera plus célébré. Napoléon, devenu consul puis empereur, fit le maximum pour extirper l'idée même du 14 juillet, et il eût été impensable qu'un drapeau tricolore flottât même sous un autre édifice un jour de 14 juillet, d'abord parce que l'Arc de Triomphe fut construit beaucoup plus tard, voici la Marseillaise de Rude, ensuite parce que, je vous l'ai dit, pendant tout le cours du 19e siècle, la date même du 14 juillet était détestée. Lorsque les Bourbons revinrent, ni Louis XVIII ni Charles X, dont le frère aîné Louis XVI avait été guillotiné, ne permirent que l'on commémorât un événement dont le souvenir était odieux pour eux. Voici les chars de certains éléments de la 2e division blindée. Nous aurons tout le temps d'y revenir en détail tout à l'heure lorsqu'ils défileront. Pour en revenir à l'histoire du 14 juillet, rappelons que sous Louis-Philippe, les choses furent un peu plus faciles. Le roi des Français était par certains côtés républicain, mais la Deuxième République, celle de 1848, ne donna pas aux souvenirs révolutionnaires ou n'eut pas le temps de donner la place qu'il méritait. Puis, sous Napoléon III, la fête nationale fut fixée au 15 août, c'est-à-dire la date de naissance de Napoléon Ier, son oncle. En 1870, le Second Empire s'effondra dans la défaite de Sedan. La République fut proclamée avec un certain enthousiasme, mais l'unanimité n'était qu'apparente. En fait, la France profonde n'est pas du tout acquise à ce moment-là à la notion de la République. La première République, celle
de 1792 et la deuxième, celle de 1848, n'avaient pas la cote, il faut bien le dire, dans le souvenir des Français, je parle au plan général. Le général Méry a accueilli le président de la République. Le général Méry a voulu mettre fin, à partir du 20 juillet, c'est-à-dire avant la limite d'âge, à ses fonctions de chef d'état-major, qu'il exerçait depuis 5 ans. C'est le général Van Bremersch qui lui succédera. Et le général Méry a, de la part du chef de l'État, cette attention exceptionnelle qui marque la dernière prise d'armes à laquelle assiste le chef d'état-major des armées. Le président Giscard d'Estaing a voulu rendre un honneur tout particulier à cet homme, au général Méry, qui a servi l'État et les armées pendant 41 ans. Et le général accompagne M. Giscard d'Estaing pendant la revue des troupes déployées autour de l'Arc de Triomphe et aux Champs-Élysées. Ancien élève de Saint-Cyr, promotion 39 dite de l'amitié franco-britannique, le général Méry appartient à l'arme blindée. Après 40, il entre dans les forces françaises de l'intérieur. Arrêté en 44, il est déporté en Alsace au camp de Struthof, puis à Dachau ou Dachau. Après la guerre, il se bat en Indochine et en Algérie. Puis il commande une brigade mécanisée en Allemagne et une division blindée à Compiègne. En 74, il est chef de l'état-major particulier du président de la République et il devient chef d'état-major des armées en 1975. Au poste qu'il va quitter dans quelques jours, il va être remplacé par le général Van Bremersch. Les éléments que vous voyez, les éléments blindés que vous voyez déployés autour de l'Arc de Triomphe, ce sont ceux de la 2e division blindée, celle de Leclerc. En 1940, le capitaine Leclerc entend parler de l'appel de Londres. En juillet 40, le capitaine Leclerc se présente au général de Gaulle. En novembre, le colonel Leclerc, qui a rallié le Cameroun à la France libre, est nommé commandant militaire du Tchad. Avec les hommes qu'il rassemble, Leclerc forme une colonne pour montrer le plus tôt possible que la France poursuit la lutte contre l'Axe. En janvier 41, c'est la prise de Mourzouk. Le 1er mars, la garnison italienne de Koufra se rend aux Français libres et c'est là que Leclerc prononce le fameux serment « Nous ne nous arrêterons que quand le drapeau français flottera aussi sur Metz et Strasbourg ». Puis c'est la conquête du Fezzan à la fin de 42, après que le maréchal Montgomery, le Britannique, a battu les forces de l'Axe devant El Alamein. Leclerc et ses hommes feront leur jonction avec la 8e armée britannique à Tripoli. Leclerc participe ensuite à la conquête de la Tunisie, notamment en débordant la ligne Marette. Entre-temps, il avait fait une campagne éclair de 3000 km dans le désert africain. Le 23 août 1943, la force Leclerc devient la 2e division blindée. Elle amalgame alors dans ses rangs des anciens du Fezzan et de Tunisie, des évadés de France, des appelés d'Afrique du Nord et des unités de l'armée d'Afrique. Équipée de matériel américain et transportée en Angleterre, elle est intégrée à la 3e armée américaine du général Patton et elle débarque sur la plage que les Américains appelleront Utah Beach et qui est une plage du Cotentin, et les hommes prennent dans leurs mains le sable de la terre française en retrouvant ce pays pour lequel ils combattaient depuis si longtemps. Leclerc, devenu général il y a quelque temps déjà. Image qu'on ne peut pas regarder sans... Il faut dire les choses comme elles sont, sans un serrement de cœur pour les gens de ma génération et ceux des générations antérieures qui avaient attendu si longtemps la libération, si longtemps, plus de 1500 jours sous la botte ennemie. Ceux-là, on les attendait comme jamais, je crois, Messine fut attendu. Le 12 août, la 2e DB libère Alençon. Le 22, la division fonce sur Paris. Et nous suivions de kilomètre en kilomètre, de minute en minute, l'avancée de la division. Elle libérera Paris le 25. Dès le 24 au soir, d'ailleurs, les chars de Leclerc sont devant l'hôtel de ville. Elle nettoie Paris de l'occupation nazie. Leclerc reçoit la reddition de von Choltitz. Paris brûle-t-il
demande Hitler, Paris ne brûle pas. Après quelques jours de remise en condition, la 2e division blindée, toujours sous les ordres de Leclerc, fait mouvement vers l'Est le 7 septembre. Le 18 novembre, elle perce les possessions allemandes à Badenwiller. Et elle se rue alors à travers les Vosges, en direction de Strasbourg, qui est libérée le 23 malgré la résistance farouche, il faut bien le dire, des forces allemandes et malgré le très très mauvais temps, le froid particulièrement rigoureux. Dire que les mouvements de Leclerc, qui prenait ses ordres de Gaulle, furent toujours appréciés par le haut commandement allié serait exagéré. Bien souvent, on reprocha à Leclerc et à de Gaulle une certaine insubordination à l'égard du commandement allié. Mais que voulez-vous, les Français en terre de France fonçaient sans trop s'occuper de ce qu'on pouvait leur dire, leurs alliés et amis. On ne libère pas son propre territoire avec le même sentiment avec lequel on libérerait un autre territoire. On est donc à Strasbourg, qui à l'époque portait encore des pancartes en allemand, Strasbourg. Leclerc proclamera place Kléber au cours d'une prise d'armes sur cette belle place Kléber qui est le centre de Strasbourg, habitant de Strasbourg. Pendant cette lutte gigantesque de 4 années, voici la place Kléber. Menée derrière le général de Gaulle, la flèche de votre cathédrale a été notre obsession. Nous avions juré d'y arborer à nouveau nos couleurs nationales. C'est chose faite. La flèche de la cathédrale. Et puis c'est la bataille d'Alsace. Et puis encore, c'est le nettoyage de la poche de Royan, où les Allemands résistèrent très fort pendant de longs mois. Puis la 2e DB prit le nid d'aigle d'Hitler à Berchtesgaden en Bavière le 2 mai 1945, 5 jours après, le Reich nazi capitulait. Et la France, ici de Gaulle avec Diethelm, son ministre de la guerre de l'époque, la France se retrouvait au rang des nations libres et victorieuses. Nous retrouvons en direct sur ce fond de drapeau tricolore flottant au vent léger de ce 14 juillet, nous retrouvons le chef de l'État dans sa voiture de commandement, à côté de lui le général Méry, auquel un honneur exceptionnel est ainsi rendu, passant devant le peloton motocycliste. Nous aurons tout le temps de détailler ensuite les Champs-Élysées, que ce soit sur les immeubles à façade normale ou à façade que l'on est en train de nettoyer. Les Champs-Élysées sont piquetés, sont parsemés de drapeaux tricolores. Je viens de parler de l'occupation. Rappelons qu'en 1871, la France était sous la botte prussienne. Elle élira une Assemblée nationale profondément monarchiste. Le président de la République qui succède à Thiers, le maréchal de MacMahon, ne veut qu'une chose, préparer le lit du roi. On pense que le comte de Chambord, petit-fils de Charles X, va remonter sur le trône de ses ancêtres, mais il commet une erreur. À la place de ce drapeau tricolore que vous voyez flotter sur les Champs-Élysées et qui est celui de la France depuis Napoléon, il veut imposer le drapeau blanc de ses ancêtres. En un tournement, cette question du drapeau change du tout au tout l'opinion publique. Toutes les élections partielles à partir de ce moment-là le montreront. Miracle, la France devient républicaine. MacMahon, monarchiste à tout crin, dissout l'Assemblée, ce que depuis lui, les chefs d'État ne feront pas, à l'exception de l'exemple de Gaulle. Il organise de nouvelles élections avec un seul but, c'est que les républicains soient vaincus. Mais MacMahon, président de la République, s'est trompé. Cette fois-ci, et nous sommes en 1877, c'est une majorité franchement républicaine. Léon Gambetta s'écrie « MacMahon doit se soumettre ou se démettre ». Le président de la République, MacMahon, se démettra. Jules Grévy va le remplacer. C'est un vrai républicain. La Marseillaise est adoptée officiellement comme hymne national. La cavalerie de la garde républicaine, avec sa fanfare, et les timbaliers sur leurs chevaux gris. La Marseillaise, disais-je, est adoptée officiellement comme hymne national, c'est-à-dire que l'on réactive le décret de Messidor en III qui avait donné à la Marseillaise sa place.
qui n'avait pour ainsi dire jamais été appliqué, le dit décret. Au mois de mai 1880, Benjamin Raspail fait adopter par l'Assemblée des députés une loi. Le jour de la fête nationale française, c'est le 14 juillet. On ne saura jamais d'ailleurs, car la loi est imprécise là-dessus, s'il s'agit du 14 juillet 1789, avec la chute de la Bastille, ou bien du 14 juillet 1790 et de la fameuse fête de la Fédération, où Louis XVI avait juré fidélité à la Constitution nouvelle. L'ambiguïté n'a jamais été levée. La loi Raspail parle du 14 juillet sans préciser la date. Toujours est-il que c'est le 14 juillet 1880, il y a 100 ans, après de longues années de combat pour implanter la République, que Jules Grévy remit leur drapeau au régiment et les grands drapeaux, les grands emblèmes, bleu, blanc, rouge, que vous voyez aux fêtes nationales, que vous voyez maintenant devant lesquels passe le président de la République, c'est les mêmes qu'en 1880. Les drapeaux de Jules Grévy, restaurés quand il le faut, mais il s'agit bien des drapeaux du centenaire. Aujourd'hui, c'est le 100e anniversaire du 14 juillet 1880, le 100e anniversaire du premier 14 juillet. Encore, pour être très précis, on devrait en défalquer un lorsque le président de la République, Sadi Carnot, l'un des prédécesseurs du président Giscard d'Estaing, fut assassiné. C'était tout à la fin de juin. Et cette année-là, on décommanda les festivités car on était encore en plein deuil national. De toute manière, 14 juillet 1880, 14 juillet 1980, c'est le premier centenaire de la célébration officielle de la fête nationale de la République française. Le président a été accompagné par la marche, jouée par la fanfare de cavalerie, par la musique du 8e régiment de transmission, au chant que va jouer la musique de la Légion étrangère. Et qui sera repris par la musique du 5e régiment d'infanterie. La voie royale, la voie triomphale, comme on l'appelle. Et cette image qui parle tellement au cœur des Français. Sous Henri IV, il n'y avait là que des champs et des marais. En 1616, Marie de Médicis y crée le Cours la Reine, une longue allée bordée d'arbres qui, partant des Tuileries, suit la Seine jusqu'à l'actuelle place de l'Alma. C'est la promenade à la mode à l'époque pour les carrosses. En 1667, le nôtre prolongea la perspective des Tuileries. Toute la plaine, appelée Grand Cours, sera plantée de rangées d'arbres. Ces ombrages prennent en 1709 le nom de Champs-Élysées. En 1724, le duc d'Antin, directeur des jardins royaux, conduit l'avenue jusqu'à la butte Chaillot, c'est-à-dire l'étoile actuelle, la place Charles de Gaulle, et son successeur, le marquis de Marigny, qui possède une avenue à Paris, la pousse jusqu'au pont de Neuilly. 2 ans plus tard, Soufflot, pour atténuer la pente de la voie, on descend les Champs-Élysées ou on les monte. Ce n'est pratiquement jamais, sauf dans la partie très basse, un terrain plan. Eh bien, Soufflot abaisse la butte de Chaillot de plus de 5 mètres et les déblais rejetés sur le côté ont produit un certain nombre de rues, dont le raidillon de la rue Balzac. L'école militaire de l'air vient d'être passée, l'école de l'air, la musique du 8e régiment de transmission, la base aéronautique navale de Landivisiau, les éléments de l'escadre de la Méditerranée, avec entre autres le centre école de l'aéronautique navale, le groupement de fusiliers marins commando, l'école de fusiliers marins. Nous les verrons défiler tout à l'heure devant le président. On dit la revue du 14 juillet. En réalité, le chef de l'État, par tradition, passe en revue les troupes et ensuite les troupes défilent devant le président.
Alors l'ensemble, on dit la revue du 14 juillet, on devrait, je crois, plutôt dire le défilé. Le groupement de fusiliers marins commando, présentant les armes, sur fond de fontaine jaillissante. Le rond-point, l'école de Mestrance, machine et apprenti mécanicien, l'école de Mestrance, Mousse. L'école navale et l'école militaire de la flotte. La Légion étrangère, 4e régiment étranger. Ensuite, le 2e étranger d'infanterie. Plusieurs des régiments que le président vient de passer en revue et qui défileront tout à l'heure sont les héritiers de ceux qui s'illustrèrent à Narvik en Norvège il y a 40 ans. Nous aurons l'occasion d'en reparler au cours d'une autre petite évocation filmée, plus courte que celle que nous avons consacrée tout à l'heure à la 2e DB, le 2e régiment étranger d'infanterie, avec les képis blancs. La musique de la Légion étrangère joue en ce moment au chant jusqu'à ce que le président arrive à la hauteur du 9e RCP. La 13e demi-brigade de la Légion étrangère, celle qui s'illustra à Narvik. La musique de la Légion étrangère, dont je parle depuis un instant et que vous entendiez. La section des pionniers de la Légion étrangère et la brigade des sapeurs-pompiers de Paris qui défilera 2 fois, une fois à pied et une fois derrière ce que nous appellerons son appareillage. Le général Méry qui vous regarde, c'est sa dernière prise d'armes. Rappelons, si vous êtes avec nous depuis un instant seulement, qu'un honneur exceptionnel lui est rendu par le chef de l'État. Le général Méry, chef d'état-major des armées, passe la revue des troupes aux côtés du président. Il quitte son poste, son haut poste, et il va être remplacé par le général Claude Van Brommersch. Le 9e régiment de chasseurs parachutistes, et maintenant au chant, devrait être repris par la musique du 5e régiment d'infanterie. Toutes ces musiques étant réglées comme le papier du même nom. 6e bataillon de chasseurs alpins. Les bérets derrière la voiture de commandement, surtout, ne désobligez pas les officiers de l'armée française en parlant de commande-car. C'est la voiture de commandement. 6e bataillon de chasseurs alpins est derrière la gendarmerie mobile. C'est le groupement de Satory, près de Versailles. C'est tout un monde, ils sont 3000 avec leur famille. La musique du 5e régiment d'infanterie, celle-là même qui joue au chant et qui continuera à jouer au chant jusqu'à ce que le président de la République dépasse l'école polytechnique. L'école militaire de Strasbourg, dont nous parlions avec émotion il y a un instant en rappelant la fameuse prise d'armes de novembre 1944, présidée par Leclerc, l'école nationale des sous-officiers d'active que l'on désigne dans la vie militaire par ses initiales ENSOA, l'école des officiers de réserve de Couët-Quidan. Il y a beaucoup d'officiers de réserve dans les armées françaises en général et ils sont formés dans diverses écoles. L'école militaire du corps technique et administratif, l'école militaire interarmes, l'école spéciale militaire. Sur fond de Grand Palais. Saint-Cyr, les cavaliers de la garde qui se placent. Et en ce moment, le président passe devant l'école interarmée des personnels militaires féminins, l'école du service de santé des armées et l'école polytechnique. Le défilé va commencer dans quelques minutes maintenant, une fois que le président aura été accueilli par
M. Barre, M. Bourges, le général de Barry et le général de Montaudoin. Ce sera le défilé aérien, si le temps le permet. Et l'on me fait signe, à côté de moi j'ai un colonel de l'armée de l'air qui dit oui. Il y aura la patrouille de France et il y aura les Alpha Jets de la base de Tours. La patrouille de France étant, vous le savez, l'héritière des patrouilles acrobatiques nationales. Elle est équipée de 9 Fougas Magistères qui ouvriront donc, le colonel de l'armée de l'air me le confirme, merci mon colonel, qui ouvriront donc le défilé aérien en formation d'art, survolant les Champs-Élysées en direction de la Concorde, c'est-à-dire vers l'endroit où sont les tribunes qui entourent l'obélisque, et ils émettront ces appareils, leurs fumigènes bleu, blanc, rouge. Et puis ce seront les Alpha Jets de la base de Tours, produits en coopération entre l'industrie aéronautique française et l'industrie aéronautique allemande. Comme ils passeront très vite, je voudrais vous dire déjà de ces Alpha Jets de la base de Tours qu'ils appartiennent à l'école de chasse de la capitale de la Touraine, où ils ont pour mission de spécialiser et d'entraîner au combat les élèves pilotes de l'armée de l'air et de la marine. L'école de chasse est équipée de ces Alpha Jets depuis moins d'un an, depuis la mi-août 1979. La voiture de commandement roulait jusqu'à présent à 6 à l'heure. Elle devrait, pour la dernière minute, rouler un peu plus vite. La voici, semble-t-il. Voici une illusion qui accélère. Elle devrait rouler à 12 km à l'heure jusqu'aux chevaux de Marly. Et elle devrait y être à 9h52. Comme il est 9h51:30, l'horaire est parfaitement respecté. Les tribunes officielles commencent là, sur la droite de votre écran. Le président répond en souriant et d'un geste aimable de la main au salut des personnes qui sont là et qui se lèvent avec courtoisie, une courtoisie normale pour le voir passer. Les honneurs au président, il va saluer le drapeau du 1er régiment d'infanterie de la garde républicaine, un peu avant ou un peu après qu'il aura été accueilli par le chef du gouvernement. Le voici. Monsieur Bourges, ministre de la Défense, le général de Barry et le général de Montaudoin. Le général de Barry aurait dû normalement se trouver là-haut, place Charles de Gaulle, mais ça a été le général Méry pour les raisons que je vous ai dites. Le président salue donc le drapeau du 1er régiment de la garde républicaine. Et cela va être la Marseillaise. Monsieur Bourges, en bonne forme mais légèrement amaigri, il vient de passer 2-3 jours à l'hôpital. La victoire ou la mort. Revue du bataillon d'honneur du 1er régiment d'infanterie de la garde.
La garde républicaine fait partie intégrante de l'armée. Depuis la restructuration d'il y a 2 ans, le 1er régiment a un effectif de 840 à peu près officiers et sous-officiers. Mission, l'exécution des services d'honneur et de sécurité pour le président de la République et éventuellement de prestige pour le Premier ministre, le ministre de la Défense et les présidents des assemblées parlementaires. Son personnel est l'objet d'une sélection sévère pour le physique et la présentation, et la moyenne d'âge de ces personnels est de 24 ans. Les chevaliers de la pellicule, autour du président, qui salue les maréchals, les représentants des assemblées. Voici par exemple M. Dailly, vice-président du Sénat, il vient de passer devant Mme Pelletier, M. Dornano, les autres membres du gouvernement, M. Poher, M. Chaban-Delmas. Derrière le président, M. Alain Perfit de l'Académie française, garde des Sceaux. Les fontaines, renouvelées de celles de Rome, ou qui veulent les rappeler. Quant à l'obélisque, il provient des ruines du temple de Luxor, mais Métali, vice-roi d'Égypte, désireux de se ménager l'appui de la France, l'offrit en 1829 à Charles X. Mais il n'arriva à Paris que 4 ans plus tard sous Louis-Philippe. Ce sont quelques-uns de ces paradoxes de l'histoire. Race d'Aiglon, par la musique de l'air. La PAF, la PAF, la patrouille de France, avec ses 9 fougas magistères en formation d'art et avec émission, vous le voyez, de fumigène bleu, blanc, rouge. Altitude 100 mètres à peu près. Et derrière ce bleu-blanc-rouge, des Alpha Jet de la base de Tours, produits en coopération franco-allemande. Je vous l'ai dit, l'école de chasse de Tours est dotée de ce type d'appareil depuis août 1979. Ce sont des avions biplaces d'entraînement. 3 patrouilles d'Alpha Jet sont présentées au public qui, à l'exception de spécialistes, ne les connaît pas encore bien. Les troupes à pied sont commandées par le général Fievet, adjoint au général-gouverneur militaire de Paris. 6300 hommes, des écoles, des formations des 3 armées et de la gendarmerie. Le gouvernement me semble être à peu près au grand complet. Derrière le général Fievet, dans un instant, en bicorne, tunique et avec l'épée, 2 compagnies de l'école polytechnique, celle-là même qui eut parmi ses élèves Joffre, Foch, Monory, Fayolle et 4 chefs d'État ou chefs de l'exécutif, Godefroy Cavaignac en 48, Sadi Carnot, Lebrun, Giscard d'Estaing. Tous 4 présidèrent aux destinées de la France et sont ou furent d'anciens élèves de l'IX.
donc le général Fievet, et puis derrière le colonel Perret, chef de corps, la promotion 78 de l'X, c'est-à-dire les élèves de deuxième année. Créée à la fin du XVIIIe siècle, l'école reçut en 1804 de Napoléon son statut militaire, longtemps sur la montagne Sainte-Geneviève. À Paris, l'X est à Palaiseau. Depuis 1976, c'est un établissement public où 900 élèves, répartis en 3 promotions, reçoivent une formation d'abord militaire, puis générale et scientifique. La loi de 70 du 13 juillet veut qu'ils soient aptes à occuper des emplois de haute qualification ou de responsabilité à caractère scientifique, technique ou économique dans les corps civils et militaires de l'État et dans les services publics, ainsi que de façon plus générale dans l'ensemble des activités de la nation. Le général Fievet. J'ai reçu une lettre charmante de sa mère qui m'a dit qu'elle regarderait son fils avec beaucoup d'émotion. La préparation de l'X nécessite 2 ou 3 années d'études après le bachot en maths supérieures et en maths spéciales, maths sup et maths spé. Bicorne, tunique, épée pour les personnels masculins comme pour les personnels féminins. La musique des troupes de marine joue la victoire ou la mort. Les élèves français, masculins ou féminins de l'X, certes en situation d'activité pendant 3 ans, en qualité d'élèves officiers de réserve, puis l'aspirant en fin d'officier de réserve, et ceux qui ne demandent pas de place dans les corps de l'État à la sortie de l'X ou n'ayant pas obtenu un corps de leur choix, sont astreints au remboursement des frais de scolarité, sauf dans des cas très précis. On salue du sabre. L'emblème s'incline. Derrière, l'X, qui nous a salués et à laquelle nous rendons son salut, nous allons voir 2 compagnies des écoles du service de santé des armées. L'école de Lyon et celle de Bordeaux qui assurent la formation des médecins, des pharmaciens chimistes et des officiers d'administration du service de santé. Elles reçoivent aussi les élèves officiers féminins et les stagiaires étrangers. Ils suivent à l'université, comme les civils, les cours de la faculté de médecine. Les études médicales font 7 ans ou les études pharmaceutiques 5. Mais, en échange des avantages qui leur sont consentis à l'école de santé, c'est-à-dire solde, logement, habillement et nourriture, ils s'engagent à servir ensuite au minimum 10 ans dans l'armée. Ils sont nommés officiers après leur scolarité et ils effectuent un stage à l'hôpital Sainte-Anne à Toulouse pour la marine, Val-de-Grâce à Paris pour l'armée de terre, au centre de médecine aéronautique de Paris pour l'armée de l'air, et s'ils veulent aller comme coopérants outre-mer, ils suivent un enseignement spécial de médecine tropicale à l'Institut de pathologie exotique de Marseille. Et on va passer en se séparant des 2 côtés de l'obélisque, tandis qu'arrive l'école interarmée des personnels militaires féminins, un détachement défilant derrière le drapeau qu'elle a reçu en 1975, avec une inscription « Guerre 39-45 » et « Indochine 45-54 ». Elle est située, cette école, en Calvados, entre Carpiquet et Bretteville-sur-Odon, près de Caen. Créée il y a 7 ans, l'école réunit les élèves des 3 armées. Elle assure la formation commune initiale des élèves sous-officiers des 3 armées, suivie d'une formation spécialisée. D'année en année, je dois dire que le détachement de l'école interarmée des personnels militaires féminins défile de mieux en mieux.
Le pas est martial, la tenue bien coupée, l'œil clair qui voit loin. Les écoles de l'armée de terre et d'abord la spéciale militaire de Saint-Cyr, d'où sortirent MacMahon, Pétain, De Gaulle, Gallieni, Lyotet, Franchet-des-Prés, Leclerc, Delattre et Juin. Le casoar, c'est ce plumet ornant le shako, c'est avec les gants blancs, dont on parla tellement en 1914, la partie symbolique de la tenue de Saint-Cyr. Le casoar a été remis aux Saint-Cyriens pour la première fois en 1855, lors de la visite à Paris de la reine Victoria. On a fait défiler le bataillon de Saint-Cyr avec plumet rouge et blanc aux couleurs du prince Albert, son mari. Le casoar est remis chaque année à la fin de la période d'instruction aux élèves de première année par les anciens. C'est une cérémonie initiatique. Quant à l'origine de ce casoar, eh bien, en 1855 arriva un casoar au Jardin des Plantes, un oiseau d'un noir absolu avec plumage en forme de saule pleureur, et comme leur plumet avait la même forme, les Saint-Cyriens l'appelèrent le casoar. Ce sont des plumes de coq. L'école militaire interarmée de Coëtquidan, créée par le général de Gaulle en 61, sa devise c'est le travail pour loi, l'honneur comme guide, alors que celle de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, c'était ils s'instruisent pour vaincre. L'école forme les futurs officiers issus du corps des sous-officiers recrutés sur concours. À leur sortie de l'école, ils sont nommés sous-lieutenants et vont suivre le même stage d'un an dans une école d'application. Moyenne d'âge, 25 ans. Il y a diverses écoles d'application de l'armée de terre, pour l'infanteriste à Montpellier, pour la cavalerie à Ségur, pour l'artillerie à Dreux-Guignan, l'artillerie sol-air à Nîmes, train, Tours, génie Angers, matériel Bourges. L'école militaire du corps technique et administratif arrive à la Concorde. Une compagnie derrière son fanion. L'école est placée sous le signe d'Athéna, déesse de la guerre et de la sagesse. Sa devise, c'est Armas Victoriae Facit, autrement dit, nouvellement intégrée dans l'ensemble des écoles de Coëtquidan. Elle consacre la volonté du commandement de souder armes et services, et le pourcentage de dames y est fort élevé. On me dit 40%. Peut-être pas aujourd'hui, et si. Au fur et à mesure que les images et que ces dames passent, l'accroissement du pourcentage d'élèves féminins augmente. L'accroissement continue, je voulais dire. Les EOR, les élèves officiers de réserve d'infanterie. Une compagnie. Ils sont destinés à servir dans les unités non mécanisées. Ils sont formés à Coëtquidan et rattachés à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Ils sont équipés du FAMAS. C'est un nouveau fusil. Il est réalisé à Saint-Étienne, longueur 76 cm, poids 4,200, portée 300 mètres, cadence maximale 1200 coups à la minute. C'est une arme individuelle automatique organisée pour le tir à balles et pour le tir tendu aux courbes des grenades à fusil d'une masse de 500 grammes. Les NSA, l'École nationale des sous-officiers d'active, 2 compagnies. L'école a été créée en 63 à Saint-Mexan-l'École. Elle est représentée par 2 compagnies d'élèves arrivés à l'école il y a quelque temps seulement. Et le FAMAS est également leur fusil. Le FAMAS est servi indifféremment par un tireur droitier ou gaucher. Sa ligne de mire à hausse de combat unique est aménagée pour le tir de nuit. L'arme est équipée d'un bipied repliable dont l'utilisation en tir couché améliore la précision du tir. Elle peut recevoir une baïonnette. Et je dois dire que le FAMAS peut fonctionner par toutes les températures de moins 40 à plus 50. En cas de mobilisation, l'école mettrait sur pied la 141e division. L'école militaire de Strasbourg. Son commandant, le drapeau et 2 compagnies. Créée par Delattre en 1945, elle avait pour but d'amalgamer les cadres issus des FFI et ceux de la première armée française. C'est une école de formation qui prépare au concours semi-direct de recrutement des officiers de l'armée de terre, réalisant en cela une opération de promotion sociale fort intéressante.
La musique va jouer le défilé de la garde et ce sont les troupes de marine qui vont les jouer dès que ceux-ci seront passés, ceux-ci qui sont, je vous le rappelle, ceux de l'école militaire de Strasbourg. La garde républicaine, je vous en ai déjà dit quelques mots. La voici. L'imagerie populaire fait du garde républicain un personnage de prestige qui, dans les réceptions officielles, reste parfaitement immobile, insensible au bruit et aux projecteurs d'hiver. En fait, ce sont des soldats rompus aux techniques de commando, de parachutisme, de judo ou de tir. La tenue est changée, tunique plus courte, nombre de boutons moins élevé, tissu plus léger, pantalon à sous-pied à l'anglaise. Ce sont les premiers représentants de la France que découvrent en descendant d'avion les chefs d'État, les rois, qui nous rendent visite. Les gardes républicains doivent donc avoir atteint la perfection dans l'art difficile de rendre des honneurs, mais là ne s'arrête pas leur service. Ils doivent assurer la garde de la sécurité quotidienne de l'Élysée et de l'état-major particulier du président. Ils s'occupent également de la sécurité des résidences occasionnelles. Et l'instruction qui porte sur l'entraînement physique et sportif est prolongée par des séjours dans les camps militaires et les périodes de bivouac. Et son drapeau, avec beaucoup d'inscriptions, dit assez la part que la garde républicaine, qui appartient à la gendarmerie, a prise dans les divers combats des guerres que dut mener la France. Leur nouvelle épaulette. La gendarmerie mobile, drapeau, 2 escadrons à pied. Du premier groupement blindé stationné à Satory, qui regardent leurs camarades, et c'est avec 1200 hommes la plus importante gendarmerie de France. Mais c'est surtout la seule à posséder des engins blindés à chenilles. En mai 40, la mobile a participé à la bataille d'Arrêt au sud de Sedan, opposée à la 10e Panzer allemande, et fut entièrement détruite au feu, reconstituée en 1945. Comme toute unité de gendarmerie mobile, le premier groupement blindé remplit des missions de maintien de l'ordre et de renfort à la gendarmerie départementale, la gendarmerie, comment dirais-je, classique, auprès de laquelle 4 gendarmes mobiles par escadron sont détachés en permanence. De plus, les gendarmes mobiles s'occupent d'enseignement. Ainsi, 2 escadrons sur 8 à tour de rôle se consacrent à l'instruction spécifique de l'armement blindé. Je l'ai dit, à Satory avec leur famille, cela fait presque une ville de 3000 personnes et bientôt, me dit-on, 4000. La musique va changer, c'est les Grenadiers du Caucase par la musique de l'air. Au moment où passe, c'est le début de l'armée de terre, le 6e bataillon de chasseurs alpins de Grenoble. Chef de corps et 3 compagnies. Le 6e BCA appartient à la 27e division alpine et comprend 1 millier d'hommes. Mais il serait injuste de croire, en suivant l'image que nous avons vue il y a un instant, que les chasseurs alpins soient exclusivement destinés à courir la montagne. Le chasseur est également un fantassin. Créé en 1784, le bataillon combattit à Isly, à Sébastopol, à Solferino, puis au moment de la Première Guerre, Lorraine, Marne, Argonne, Isère, Artois. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les chasseurs alpins combattirent sur leur terrain. Alors à la déclaration de guerre, ils étaient en manœuvre dans le Briançonnais lorsque les Allemands entrèrent en Norvège. La 27e demi-brigade de chasseurs alpins fut envoyée au secours des Norvégiens. Nous en reparlerons tout à l'heure un peu plus longuement. Les conditions de vie furent très dures, ravitaillement difficile, repos en igloo, évacuation des blessés en traîneau. Il fallait combattre à ski ou en raquette après des marches de 15 à 18 heures. Il se reforma après sa dissolution dans la clandestinité, participa aux luttes du Vercors, de la Maurienne, puis combattit en Algérie. Le 9e régiment de chasseurs parachutistes, le chef de corps, le drapeau avec sa garde,
La première et la troisième compagnie est la compagnie d'éclairage et d'appui armée du fusil FAMAS. Vous le reconnaissez maintenant, vous l'avez vu, je vous l'ai détaillé tout à l'heure, depuis mai. Stationné à Toulouse, c'est un régiment d'appelés. Ses services sont répartis entre Toulouse et Saint-Sulpice-sur-Tarn. Il comprend 1400 hommes et environ 200 jeunes rejoignent les rangs du 9e RCP tous les 2 mois. Dès son incorporation, le jeune chasseur parachutiste va au groupement d'instruction de Saint-Sulpice, puis au stage de 2 semaines à l'école des troupes aéroportées de Pau pour y passer le brevet militaire de parachutisme. Le recrutement se fait surtout dans l'Est, en région parisienne, à Marseille et à Poitiers. Ce sont tous des appelés et tous volontaires parachutistes. Une compagnie du régiment est actuellement au Liban, au sein des forces intérimaires des Nations Unies. Casque de pilote sous le bras, le 1er régiment d'hélicoptères de combat, chef de corps, étendard, 120 officiers ou sous-officiers. L'étendard, il l'a reçu aujourd'hui et il porte l'inscription Indochine 46-54. Il dispose d'hélicoptères Gazelle, Alouette 3 et Puma. Son travail se résume en 3 mots, venir, voire vaincre. Sa mission est d'exécuter des actions aéromobiles pour les opérations des grandes unités. Et à l'échelon du corps d'armée, par exemple, il doit permettre de prendre et de conserver l'initiative par des interventions d'envergure contre les menaces blindées ennemies. La brigade des sapeurs-pompiers de Paris, une compagnie à pied de 96 hommes, créée comme bataillon par Napoléon. Actuellement 6000 hommes répartis dans les départements de la région Île-de-France en 80 centres de secours, dont 2 flux. Il veille à la sécurité de 8 millions de personnes, c'est-à-dire Paris et la couronne. La marche des mousses par les troupes de marine. La marine nationale est une armée de spécialistes plutôt qu'une armée de métier. Il n'y a que 27% d'appelés contre 64 dans l'armée de terre. Elle a dû créer de nombreuses écoles pour former ses officiers mariniers. Les élèves y sont recrutés quelquefois très jeunes afin d'être adaptés le plus tôt possible aux exigences de la mer. D'abord, ici une compagnie de 120. Détachement des aspirants, élèves de seconde année, qui défilent sous les ordres du capitaine de frégate Herfelin, directeur des études à l'école navale, fondée en 1830 par Louis Philippe, et recruté par concours de maths P à très haut niveau. Chaque promotion compte actuellement une 60aine d'élèves. Être officier de marine, c'est avoir la responsabilité d'hommes, de navires et de matériel, et l'officier de marine adhère à l'éthique du métier des armes, mais marin, il appartient à la famille des gens de mer, dont l'activité s'exerce dans un milieu difficile et dangereux. Cela s'applique aussi à l'école militaire de la flotte, promo 79, ouverte sur concours au personnel de la marine, reconnu apte à la carrière d'officier de vaisseau. Le drapeau que vous venez de voir leur a été remis ici, sur les Champs-Élysées, par le président Georges Pompidou, le 14 juillet il y a 9 ans. L'école de Mestrance-Pont, qui permet de former les engagés qui se destinent à devenir rapidement officiers mariniers dans les spécialités du pont. Du nom du vaisseau Armorique sur lequel l'école des Mousses fut embarquée pendant 30 ans, les 2 écoles qui défilent, actuellement celle de Mestrance-Pont, dans un instant l'école des Mousses, forment le groupe Armorique. L'école des Mousses derrière, une compagnie à 120. L'école des Mousses accueille chaque année 2 sessions d'environ 160 élèves.
Le niveau de classe de 3e est demandé à l'entrée et la scolarité est de 12 mois. Les meilleurs mousses sont admis à l'école de Mestrance en fin d'année. L'école de Mestrance Machine et l'école des apprentis mécaniciens. L'école des fusiliers marins, implantée à Lorient, le commandant de l'école et une compagnie de 120. Le régiment blindé de fusiliers marins fut constitué en Afrique du Nord, équipé en Grande-Bretagne et il participa à la campagne de France. L'école est chargée de former le personnel fusilier et fusilier commando dont la marine a besoin, pour les compagnies de protection les points sensibles à terre, pour constituer le groupement des fusiliers marins commando et pour encadrer les compagnies de débarquement des unités navigantes. Le groupement des fusiliers marins commando, appelé en langage militaire le Groupe Fumaco, une compagnie de 120, il est composé de 4 commandos implantés à Lorient et d'un commando de nageurs de combat basé à Toulon. Il perpétue la tradition des célèbres bérets verts du commandant Kieffer. Il est articulé en 5 commandos, 3 d'assaut, 1 d'appui, 1 de nageurs de combat. Le centre école de l'aéronautique navale, implanté à Rochefort, qui a pour mission de former les personnels techniciens de l'aéronautique et qui groupe l'école des officiers spécialisés de l'énergie aéronautique, l'école des mécaniciens de l'aéronautique, des électroniciens de l'aéronautique, des électromécaniciens, des photographes et de formation générale. L'école que l'on appelle le CÉAN, Centre École de l'aéronautique navale, forme environ 2000 élèves par an. La formation de l'escadre de la Méditerranée, une compagnie à 120. L'escadre de la Méditerranée, basée à Toulon, en 3e région militaire, est commandée par l'amiral de Castelbajac. La France, vous le savez, a toujours partagé sa flotte métropolitaine en 2. La flotte du Ponant et celle du Levant. Aujourd'hui, l'escadre de l'Atlantique est celle de la Méditerranée. En 1976, le chef de l'État décidait de renforcer l'escadre de la Méditerranée et le rééquilibrage des forces, conséquence de l'importance stratégique de la Méditerranée en temps de crise, fait de la France la 3e puissance navale en Méditerranée après les États-Unis et l'URSS et la première puissance riveraine. La base aéronautique navale de Landivisiau, 350 hectares près de Landivisiau. C'est une compagnie de 120 hommes commandée par un capitaine de frégate qui défile pour ce 14 juillet. Elle est conçue pour abriter et mettre en œuvre les avions à réaction des porte-avions Foch et Clemenceau. Quand ces bâtiments ne sont pas à la mer, elle peut abriter 5 flottilles de 12 avions et 2000 hommes. 2 flottilles d'assaut super-étendard, une flottille d'interception Crusader et une flottille de reconnaissance étendard IBT. L'école de l'air, c'est maintenant l'armée de l'air qui passe sur la musique sambrémeuse de l'armée de l'air. L'école de l'air fut créée en 1933. Elle assure la formation d'officiers et d'ingénieurs, des étudiants recrutés par voie de concours parmi les élèves de classe de mathématiques spéciale et qui font 3 ans. Ce sont les 96 élèves officiers de la promotion Karov de Kervezec qui sont entrés à l'école en septembre 1979 et ils ont reçu le baptême de promotion de M. Bourges, ministre de la Défense, il y a quelques jours, le vendredi 4 juillet. Son programme tient en 2 mots, faire face.
élèves masculins et féminins. L'école militaire de l'air, 96 élèves de la promotion Maurice Ségala, qui sont entrés à l'école militaire de l'air en septembre 1979. Dans cette école, l'armée de l'air offre aux meilleurs sous-officiers de devenir officiers. L'instruction des futurs officiers de l'air, officiers mécaniciens de l'air et officiers des bases de l'air dure un an. L'école des élèves officiers de réserve dans un instant. Les officiers de réserve de l'armée de l'air. La voici, qui passe entre les deux drapeaux verticaux bleu-blanc. 120 TER du groupement d'école 306. Créée avant la Seconde Guerre mondiale, elle a beaucoup voyagé. Avord, Bordeaux, Afrique du Nord, Aix-en-Provence, Montluçon. L'école des élèves officiers de réserve dans un instant. Les officiers de réserve de l'armée de l'air. La voici, qui passe entre les deux drapeaux verticaux bleu-blanc. 120 TER du groupement d'école 306. Créée avant la Seconde Guerre mondiale, elle a beaucoup voyagé. Avord, Bordeaux, Afrique du Nord, Aix-en-Provence, Montluçon, Le Bourget du Lac, Nantes, Cazaux, Caen-Carpiquet. Et depuis 10 ans, elle est à Évreux, sur la base aérienne 105. Elle comporte 3 escadrons d'instruction qui assurent la formation de quelques 4000 élèves. Et l'escadron des élèves officiers de réserve instruit pour sa part 1300 TER par an. La base aérienne 102 de Dijon-Lonvic, un détachement de 120 hommes, c'est à Dijon-Lonvic que l'on remit au sous-lieutenant Gunmer, en mai 1916, le premier drapeau de l'aviation française. La deuxième escadre de chasse équipée de l'Empire vient s'installer à Dijon en 49, les Mystère 4 en 56, en 61 les Mirage 3C et en 68 les Mirage 3E. La deuxième escadre est une escadre de la force aérienne tactique, mission, interception tout et la transformation sur Mirage. La base aérienne de Dijon est très grande, très vaste, 500 hectares, 2 pistes d'envol et près de 3000 hommes, 2500 hectares. La base aérienne 112, dite Marin-la-Mêlée de Reims. Le drapeau est celui de la 30e escadre de chasse, décorée de la Légion d'honneur, de la médaille militaire, de la Croix de guerre 39-45 avec palme, des ordres soviétiques Alexandre Nevsky et drapeau rouge, et de la Croix de la Libération. Le sous-lieutenant Marin-la-Mêlée, dont elle porte le nom, là, aux 20 victoires, fut abattu par la DCA ennemie en février 45 près de Colmar. En 1961 se sont installés à Reims la 30e escadre de chasse avec ses vautours et la 62e de transport avec ses Nord 2501. Celle-ci fut dissoute il y a 2 ans et en 1973, le premier Mirage F1 se posa à Reims. La base aérienne 115 d'Orange Caritaille, 620 hommes. Elle fut inaugurée en juillet 1939 par le président du Conseil, Édouard Daladier. En 1963, l'escadron Normandie-Niemen s'y installe. Il quittera la base 3 années plus tard, lorsqu'arrive l'escadron de bombardement stratégique Cévennes. La 5e escadre de chasse est installée là depuis 30 ans. La base aérienne 115 fait partie de la 4e région aérienne, dont le commandement est à Aix-en-Provence.
toujours orange caribou. Et viennent maintenant les fusiliers commandos de l'air, représentés par le sous-groupement des fusiliers commandos de Nîmes, armés également du FAMAS 5,56 sur lequel, maintenant vous savez tout, c'est le nouveau fusil de l'armée française. Et ceux qui passent, ce sont les héritiers des premiers parachutistes militaires, ceux de 1937, et les héritiers aussi du groupement des commandos parachutistes qui naquirent en 1956 en Algérie. Avant que vienne la Légion, nous aurons en film un rappel de ce que fut Narvik il y a 40 ans. La Légion, qui est particulièrement bien représentée dans ce défilé. La musique que vous entendrez sera la marche de la région, Sidi Belabès et Anne-Marie. Le président salue un certain nombre de ministres. Les fjords norvégiens pouvant servir de base à une flotte opérant dans l'Atlantique Nord. L'armée allemande débarqua dans plusieurs ports en avril 40. La France et la Grande-Bretagne décidèrent le même jour de venir en aide à la Norvège. La première division légère de chasseurs, commandée par Bétoir, embarqua à Brest. Elle comprenait la Légion étrangère et les chasseurs alpins. Il fallait s'opposer à la conquête du port de Narvik, principal débouché en Norvège des mines de fer suédoises de Kiruna. Elle atteignit les côtes norvégiennes le 27 avril. Ils enlèvent Narvik aux Allemands. Les Allemands allaient être repoussés vers la frontière suédoise. Malheureusement, la situation en France interdisait aux chasseurs alpins et aux légionnaires d'achever leur victoire en contraignant les Allemands à capituler. Ils rembarquèrent en juin, au début de juin, après avoir coupé pour plusieurs mois la route du fer. Et nous retrouvons en direct la Légion étrangère, particulièrement bien représentée dans ce défilé alors qu'il pleut et que les personnalités présentes mettent leur imperméable. Les pionniers de la Légion étrangère. Respect des traditions, ils ouvrent la marche. Ce privilège de précéder la musique vient d'une ordonnance du XVIIIe siècle. Le tablier des pionniers et leur hache sont une survivance de la grande armée de Napoléon Ier, où les pontonniers protégeaient leur corps d'un épais tablier de cuir. Tablier de cuir, donc hache, gants à crispin et képi blanc. Au pas lent de la Légion. La majorité de ces hommes sont étrangers. Ils ont choisi de servir la France. Le chapeau chinois est un instrument à percussion. Là, ce qui passe, c'est la musique principale de la Légion étrangère. Les queues de cheval qui ornent rappellent une vieille coutume de l'islam adoptée par le régiment de l'armée d'Afrique. On exposait devant la tente du chef la queue du cheval tuée sous lui. La musique principale dépend du premier étranger stationné au bagne. Elle défile avec un officier et 90 exécutants en tenue traditionnelle. En 1900, elle avait même formé un orchestre à cordes qui jouissait d'une grande renommée. Le chapeau chinois, les queues de cheval. La 13e demi-brigade de la Légion étrangère qui combattit à Narvik, nous venons de le voir, le chef de corps et son drapeau.
Ces 800 hommes sont stationnés sur le nouvel État de la République de Djibouti. Fut créé en février 40 à Sidi Bel Abbès et participait à la prise de Narvik, puis rejoignit ensuite l'Afrique du Nord, puis ce fut la Libye, l'Égypte, le Levant, la Tunisie, l'Italie et la Libération, avant l'Indochine et l'Afrique du Nord. Le drapeau porte les inscriptions de Cameron, Narvik, Keren Massoua, Birakem, Rome, Colmar, Othion, Indochine. Croix de la Libération 45, croix de guerre avec 4 palmes, croix de guerre des TOE avec 4 palmes, médaille de la résistance avec rosette, croix de guerre norvégienne avec glaive. Le 2e régiment étranger d'infanterie, dont les 1000 hommes sont stationnés à Bonifacio et à Corté. Le 2e étranger renforce également le détachement de la Légion étrangère à Mayotte. Colonel, drapeau, 3 compagnies. Il s'illustra lors de la campagne du Mexique en 1863 et surtout à la célèbre et effroyable bataille de Cameron. Il a été recréé en 1972 et depuis il a renforcé les groupes stationnés à Djibouti lors des incidents de l'Oyada et il a participé aux opérations au Tchad en 1978 et en 1979. Le 4e étranger qui se battit également à Narvik, chef de corps, drapeau, 3 compagnies. Le régiment d'instruction de la Légion étrangère créé en 1920 au Maroc. Dissous après la Deuxième Grande Guerre, il renaquit en 1977 et il est à Castelnaudary. Il est destiné à la formation et au perfectionnement de tous les personnels non officiers de la Légion étrangère. Et tandis que passe la Légion sur le pavé mouillé et luisant de pluie même de la place de la Concorde, ex-place Louis XV, on entend par la fanfare de la cavalerie de la garde les trot d'escorte. Il s'agit des troupes montées du 1er régiment de cavalerie de la garde républicaine aux ordres du colonel de Pardo, avec son étendard et fanfare en tête. Les voici venir, tandis que la Légion va d'une part rue Royale, d'autre part sur le pont de la Concorde. Monsieur Barre, Monsieur Chaban-Delmas en trench-coat clair, le chef de l'État en trench-coat foncé. Qu'ai-je dit, trench-coat, mon Dieu, je voulais dire manteau de pluie naturellement. Le régiment compte 530 chevaux. Le 1er escadron monte des alezans, de même que la fanfare, sauf les timbaliers, qui sont les seuls à monter des chevaux gris. La fanfare comprend 50 trompettes aux ordres d'un adjudant-chef trompette-major. Regardez ce trot enlevé, ces taches claires, ces baudriers clairs, ces casques sur fond noir, très foncé en tout cas de la tenue. 530 chevaux. Un cheval est acheté à l'âge de 3 ans par une commission composée d'officiers et de vétérinaires. Il doit être grand et avoir entre 1,65 et 1,70 au garrot. Être de caractère calme, avoir de très bons pieds. Je parle du cheval. Et se présenter élégamment. Dès son acquisition, un examen vétérinaire très complet et il va dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye pour y être instruit. Il ne sera débourré qu'à l'âge de 4 ans et affecté dans un escadron à 5. C'est là que le dressage sera vraiment effectué. L'animal s'habituera au service des armes et aux évolutions sur les pavés de Paris et il sera réformé, c'est-à-dire vendu, à l'âge de 15 ou de 20 ans. Les chevaux du 2e escadron sont laids et ceux du 3e sont soit bébrins, soit alezans-brunets. Le régiment de cavalerie comprend l'escadron hors rang et 4 escadrons à cheval.
Premier escadron monté des Alezans, ceux du deuxième escadron sont baies. Et ceux du troisième, soit baies brun, soit alezans brûlés. Vous allez entendre la marche de la 2e DB par les troupes de marine. La 2e DB, c'est-à-dire les hommes qui sont les héritiers de ceux qui libérèrent tant de contrées en France, y compris Paris. Ceux que nous accueillîmes à bras ouverts, le cœur battant. Et pourquoi ne pas le dire, les larmes aux yeux. La 2e DB qui va défiler aux ordres du général Noël Dupeyrat, qui la commande, et d'ailleurs toutes les troupes blindées et motorisées sont aux ordres de l'officier général que je viens de nommer. La 2e DB fut créée, nous l'avons dit tout à l'heure, en Afrique du Nord en août 1943 pour libérer la France. Elle était directement issue des quelques hommes qui, dès 1941, sous l'impulsion du colonel Leclerc, avaient décidé de répondre à l'appel de De Gaulle et de reprendre la lutte contre l'envahisseur pendant 2 ans avec des moyens souvent dérisoires, partant du Tchad au centre de l'Afrique, après s'être emparé de Koufra, où fut prêté le serment légendaire de libérer Paris, Metz et Strasbourg, ils attaquèrent sans relâche l'adversaire sur toute l'étendue du Fezzan et combattent en Tripolitaine et Tunisie jusqu'à la reddition de l'Africa Corps. Unis à d'autres unités, ces hommes de Leclerc formeront la 2e division blindée. Dissoute, la 2e DB est recréée il y a 1 an à Versailles, lors de l'anniversaire du général Hoche. La nouvelle 2e DB porte l'insigne fameux qui unit la France à la Croix de Lorraine. Madame le Président du Parlement européen. Donc, d'abord, le général Noël Dupeyrat, commandant la 2e DB, les attachés militaires étrangers, notamment chinois. Tous les attachés militaires sont par définition étrangers, puisque chaque pays envoie dans son ambassade, entre autres, un attaché militaire. Le général, donc, et une fois qu'il sera passé, nous devrions voir un escadron de 100 motocyclistes des légions de gendarmerie d'Île-de-France et du Centre sur leur BMW 67. Leclerc, l'homme qui commandait la 2e DB. Aujourd'hui, sous les ordres du général de division Dupeyrat, elle rassemble 7000 hommes, armant 2000 véhicules, dont 500 blindés, et la 2e DB est implantée à Versailles, à Saint-Germain-en-Laye, à Baisnes, à Montlhéry, à Olivet, à Rambouillet et à Satory. C'est le fer de lance du 3e corps d'armée. L'escadron de 100 motards, avec leur mission prévenir, éduquer, renseigner, aider, secourir, réprimer, tous sont formés à Fontainebleau. En 12 semaines, ils acquièrent la maîtrise du pilotage des grosses cylindrées et une bonne compétence professionnelle théorique et pratique. J'ajoute que la formation au pilotage est très complète. Les exercices ont lieu toujours avec 2 motos, l'une pour la route, l'autre pour la piste. Le 2e régiment de hussards, le chef de corps, le drapeau et 12 AMX 10 RC. Le régiment de hussards date de Louis XV, puisqu'il fut formé par le comte Esterhazy avec des volontaires hongrois. Il se distingua à Valmy et avec le général Bugeaud quelques dizaines d'années plus tard. L'an passé, dans sa nouvelle garnison de Sourdin,
il devint le régiment de reconnaissance du 3e corps d'armée. Il a été le premier régiment à être doté d'AMX-10 RC et il dispose aussi de véhicules de l'avant blindés. Les 10 RC, c'est un engin de reconnaissance pour combat anti-char à grande distance. Grâce à des roues de grand diamètre et à ses hydrojets, il a une grande mobilité sur route et en tout terrain. De plus, il est amphibie, il peut rouler dans l'eau. Canon de 105 à très grande vitesse, monté, vous le voyez, sur tourelle. Sa conduite de tir très moderne lui assure ce que les militaires appellent de haute performance sur les objectifs fixes et mobiles, et il peut combattre de jour comme de nuit. Un escadron, l'escadron d'éclairage divisionnaire. Son fanion porte l'inscription 2e division blindée, escadron Leclerc. Il a repris les traditions de l'escadron de protection du maréchal Leclerc pendant la campagne de France, et son premier commandant fut le capitaine de Boissieu, gendre de De Gaulle et actuel grand chancelier de la Légion d'honneur. L'escadron est stationné à Saint-Germain-en-Laye. Il est équipé de Jeep Razura, de Jeep Milan, de Jeep LRAC et de Jeep mitrailleuse. L'infanterie mécanisée, 5e régiment d'infanterie. Derrière le drapeau, 24 chars AMX-13 et 22 AMX tout-terrain. C'est l'héritier des bandes de Guyenne, présente à la bataille de Marignan, sous les ordres de Bayard. Et l'année de l'entrée d'Henri IV à Paris, le régiment prit le nom de Navarre. À la Révolution, il fut à Valmy, sous l'Empire à Wagram, à Leipzig, durant la Première Guerre, dans l'Aisne, à Verdun et sur l'Ourcq. Depuis 1964, il est stationné au camp de Frileuse. Les 1200 hommes du 5e régiment d'infanterie disposent d'AMX-13 SS1 et d'AMX-13 90, de véhicules de transport de troupes et de missiles Milan. Sans plus parler de technique, disons que cette unité est en mesure de mener sans renforcement des actions pour préparer et faciliter l'engagement des régiments de chars et pour compléter leur action. Le 5e régiment d'infanterie de la 2e division blindée. Les VTT AMX. VTT voulant dire voiture tout-terrain. AMX-13. Puis les chars canaux de 90 mm. Les AMX SS11. Les voici, vus sous un autre angle. Les missiles SS-11 sont des missiles anti-char. Des missiles sol-sol anti-char. Et vous voyez la France et la Croix de Lorraine dans le petit écusson. Le 6e régiment de marche du Tchad, derrière son étendard. Le régiment de marche du Tchad, disais-je, de 40 à 43 à la tête de ce régiment, Leclerc désorganisa les forces de l'Axe au cours de raids motorisés menés depuis Fort-Lamy. Sur son emblème sont marqués Koufra, Fezzan, Sud-Tunisien, Alençon, Paris, Strasbourg.
derrière le chef de corps 24 AMX-13 et 22 AMX tout-terrain. Le régiment est compagnon de la libération et il a reçu du gouvernement des États-Unis d'Amérique la Presidential Unit Citation. Rappelons que le régiment de marche du Tchad a combattu à Mourzouk, puis il a pris Koufra. Ce fut ensuite Alençon, Paris, Strasbourg et Berchtesgaden. Ensuite, un bataillon du régiment du marche du Tchad suivi le général Leclerc en Indochine. Aujourd'hui, ce régiment est stationné à Montlhéry. Il dispose, vous le voyez, de chars AMX-13, équipés eux aussi de missiles anti-chars SS-11, ainsi que de missiles Milan, de mortiers de 120 mm et de voitures tout-terrain. L'ensemble de ces matériels confère au régiment mécanisé en général, à celui-ci en particulier, une grande polyvalence dans leurs actions de combat. Et vous reconnaissez les SS-11. Derrière son étendard, le 6e régiment de cuirassiers, le 6e cuir, stationné à Olivet, près d'Orléans, un bien bel endroit par parenthèse pour ceux qui aiment l'eau calme. La musique, c'est Joyeux trompette par la musique de l'air. Et le régiment est l'héritier des fusiliers à cheval de son éminence, créé par Richelieu. En mai 40, il participait à la campagne de France, combattit aux Pays-Bas, à Dunkerque, puis en Angleterre, puis revint combattre en France. Aujourd'hui, il dispose de chars AMX-30 et de transport de troupes AMX-10. Ce char AMX-30 a une grande efficacité due à son armement principal, ce canon de 105 mm tirant jusqu'à 3000 mètres, et dû aussi à son armement secondaire, j'entends par là un canon de 20 mm ou une mitrailleuse, ce qui souligne la capacité de défense antiaérienne des unités. Et cette puissance de feu est renforcée par des VTT AMX-10, dont le canon de 20 mm est apte au tir sur objectif terrestre ou aérien. Dans l'un des escadrons, dans le 3e escadron qui défile, sert actuellement pour son service militaire Henri Giscard d'Estaing, fils du président de la République. Des AMX-30 avec leurs canons. Canon de 105, portée 3000 mètres. Dans un instant, les VTT AMX-10 amphibies. Les voici. Il s'agit toujours du 6e cuir. Les voilà les amphibies. Tout heureux sans doute de retrouver un peu d'eau. Ici, sur les Champs-Élysées, la pluie devient plus forte. Le 501e régiment de chars de combat. Rappelons que c'est en avril 1917 que 132 chars Schneider attaquèrent à Berry-au-Bac. Et ce régiment qui défile devant vous est l'héritier du 501e régiment d'artillerie d'assaut, créé à la fin de la Première Guerre et qui participa aux dernières grandes batailles en 1918. Pendant la seconde, le régiment participa à la campagne de France. Il combattit en Norvège, en Syrie, puis au sein de la 2e division blindée
Il combattit donc aussi bien en Norvège qu'au sein de la 2e division blindée, c'est-à-dire qu'il représente aujourd'hui vraiment le symbole de ce qu'a voulu signifier ce défilé, c'est-à-dire d'une part les anciens combattants de Narvik, d'autre part ceux de la 2e DB. Il a 40 AMX-30 et 12 AMX-10P, présentés par leur chef de corps, le colonel Arnold, derrière naturellement l'étendard. Les performances tout-terrain de ce char AMX-30, sa dotation en équipement de vision de nuit, permet de poursuivre le combat après le coucher du soleil, mais à un rythme moindre, je suppose, que le jour. C'est la musique de l'air qui joue joyeux trompette. Et je pense, en voyant ces chars de la 2e DB, à ceux qui entrèrent dans Paris en 1944. Je me trouvais un peu plus haut sur les Champs-Élysées, à un balcon, et je voyais entrer les libérateurs. Ce fut sans doute... Oh, j'allais dire le plus beau jour sur ce plan-là sur moi. Nous redevenions libres. Nous acclamions ceux de la 2e DB. Nous les embrassions. Nous leur offrions tout ce que l'on pouvait offrir, car ils nous avaient offert la liberté. Je pense que ces personnels militaires ne l'oublient pas. Et je sais, enfin je suppose, mais je le sais, qu'ils se souviennent, eux, de tout ce qu'on leur a raconté sur la libération de Paris. VTT AMX amphibie, VTT AMX 10 amphibie avec son canon de 20 mm. La pluie redouble de violence, comme disent les bons auteurs. Mais il en faut plus pour gêner les artilleurs. Voici le 1er régiment d'artillerie de marine, chef de corps, étendard, 4 VTT, 4 RATAC, je vous dirai ensuite ce que c'est. Et ce 1er régiment d'artillerie de marine est l'héritier des compagnies ordinaires de la marine, créées en 1622 par le cardinal de Richelieu. Après le dernier conflit, ou tout au moins, il fut dissous en 1940 et il devint ensuite le 1er régiment d'artillerie des forces françaises libres, des FFL. Et il combattit partout, il fut de tous les combats. L'Irakem, l'Allemagne, Takruna, le Garigliano en Italie, le débarquement en Provence le 15 août 1944, Colmar, Strasbourg. Il est maintenant à Montlhéry depuis 1977. Alors il dispose de canons automouvants de 155 mm qui peuvent tirer à 20 km à la cadence de 3 coups minutes, de radars de tir d'artillerie de campagne, radar tir artillerie de campagne en abrégé RATAC, 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 et de radar, ne pas confondre radar et RATAC, météorologique Sirocco. Dans son organisation actuelle, le 1er régiment d'artillerie de marine peut en 2 minutes neutraliser 3 hectares. Canon automouvant de 155 mm. Le 5e régiment de génie. Chef de corps, drapeau,
8 véhicules de combat et 4 ponts automoteurs gillois. La mission du génie, eh bien ma foi, elle est de deux ordres: faciliter le mouvement de ses propres unités et entraver les mouvements de l'ennemi. Le 5e régiment de génie fut créé sous les ordres du colonel Joffre, futur maréchal de France, et il fut celui de la construction et d'exploitation des chemins de fer en France et outre-mer. Pendant la Première Guerre mondiale, il remit en état les communications ferroviaires. Il participa à la Seconde Guerre mondiale, puis rétablit le réseau de voies ferrées en France et en Allemagne. Il remit en condition des voies ferrées en Indochine et il mit en œuvre les trains blindés. Les 1300 hommes de ce 5e génie utilisent des matériels très variés: véhicules de combat du génie, engins gillois, excavateurs de tranchées, poseurs de gravures de voies ferrées, locotracteurs, lance-flammes, etc. Notons spécialement le véhicule de combat du génie, dérivé de la famille AMX-30 et équipé d'une pelle, d'un treuil et d'un bras de travail. Et puis ses ponts automoteurs. Le PA, le pont automoteur d'accompagnement, capable de lancer ses travures de 20 mètres de portée et permettant ces travures de faire passer les chars AMX-30. C'est la musique principale des troupes de marine qui joue. Le 2e régiment de commandement et de soutien, créé dès 1807, il a pris une part active au combat de 14-18, puis en 39-40 à la campagne de France et à la campagne d'Allemagne en 44 avec la 2e division blindée de Leclerc. Après avoir été la base arrière de la 2e DB, il disparaîtra et sera recréé en juillet 1979, il y a donc un an. Nous ne l'avons jamais vu défiler. Il est maintenant stationné à Satory. Alors ces 1000 officiers, sous-officiers et hommes de rang utilisent des matériels variés. La moto SX8 que vous voyez, les amateurs apprécieront, des porte-chars, des faisceaux hertziens, etc. La première de ces missions est de fournir à la division des moyens de transmission et de vie nécessaires au commandement de cette unité. Et la deuxième mission, c'est le soutien, puisqu'il est de reconnaissance, de commandement et de soutien, pardon. Soutenir, c'est-à-dire ravitailler, recompléter, réparer et au besoin évacuer. Ça, c'est les transmissions. Après lui, nous allons voir le 54e régiment d'artillerie, celui qui s'annonce là-bas au loin, mais c'est toujours le régiment de commandement et de soutien qui passe. Les hommes imperturbables sous la pluie. Le régiment d'artillerie, 54e, dont le personnel est en combinaison de chars avec foulard d'armes, le voici là-bas qui s'annonce. Il est représenté par des VTT et des Roland. Créé cette année en juin, il a effectué son premier tir de missile Roland au centre d'essai de Biscarrosse. Face à l'évolution et à l'efficacité des avions actuels, les régiments sol-air sont équipés de matériel de plus en plus moderne. En équipant le 54e d'artillerie avec le système d'armes Roland, le commandement veut qu'il participe à la défense antiaérienne des unités blindées et mécanisées du 1er corps d'armée. Chaque batterie de Roland comprend 2 sections de tir, c'est-à-dire 8 chars. Et chaque pièce a 2 équipes de tir, constituées chacune de 3 hommes, le chef d'équipe, le pointeur-tireur et le conducteur. Le système Roland
que vous voyez sous vos yeux sur l'écran est destiné en fait à la défense contre avions volant à basse et très basse altitude. Le Roland est applicable contre toutes les cibles dont les vitesses vont jusqu'à Mach 1,3. Il est capable de combattre en atmosphère contaminée et il peut traverser des gués de plus d'1,50 m de profondeur. Le principe de tir de cet appareillage est simple, enfin simple pour ceux qui savent le mettre en œuvre. Grâce à un radar de surveillance, vous le voyez tourner, dont la portée est de plus de 15 km, et grâce à un ensemble optique et électronique, l'aéronef en général est détecté, identifié, et le tireur déclenche ensuite le feu lorsque la cible est, à bonne distance. Alors pour s'adapter à ce nouveau matériel, le 54e d'artillerie a dû mener à bonne fin le recyclage de ses personnels et la formation des appelés qui tiennent à l'intérieur des équipages de tir des postes clés. On considère au premier corps d'armée que la formation des cadres est achevée. Il faut souligner que l'efficacité de ce système Roland est tout à fait liée à la valeur des personnels qui le mettent en œuvre. Actuellement, tous les matériels ont été perçus et les personnels ont été instruits. L'escadron de missiles sol-air de Luxeuil, un escadron de défense aérienne, c'est le 4e d'une série de 12 escadrons de défense sol-air en cours de mise en place dans l'armée de l'air. Le voici. Il a pour mission d'assurer la défense à basse et très basse altitude du terrain de Luxeuil où sont stationnées les unités aériennes à caractère nucléaire et il est équipé, vous le voyez, de systèmes Crotale, conçus pour permettre la destruction d'aéronefs évoluant à basse altitude et à des vitesses supersoniques, quelles que soient les conditions météorologiques. Il est donc parfaitement à l'aise aujourd'hui. L'escadron se compose de 2 sections, ayant chacune une unité d'acquisition avec un radar de veille et un système d'exploitation des informations, assurant la surveillance de l'espace, et d'unités de tir avec un radar de poursuite, etc., et une tourelle de 4 missiles. Les Crotales, donc. Et derrière, des bitubes de 20 mm. Les voici. Appartenant toujours à l'escadron de missiles sol-air de Luxeuil. Et puis la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, que l'on revoit, alors avec divers équipements, le fourgon pompe-tonne léger, le fourgon pompe-tonne, le fourgon mixte à haute pression, là-bas, terminant le parcours des jardins de Marigny, tandis que l'escadron des missiles solaires de Luxeuil est passé maintenant. Les parapluies les plus officiels de France, s'il vous plaît. Les sapeurs-pompiers, donc. Les fourgons pompe-tonne légers, véhicules d'incendie munis d'une réserve d'eau de 600 à 800 litres et transportant le personnel et le matériel nécessaire pour combattre les feux et effectuer les sauvetages et toutes les opérations qui incombent aux sapeurs-pompiers. Le fourgon pompe-tonne qui suit un petit peu plus loin. Le fourgon mixte qui tracte un Zodiac. Et quand vous verrez les Zodiacs, vous verrez à leur bord les plongeurs et les spécialistes d'intervention subaquatique. Ils effectuent des recherches en Seine, dans les canaux de la région parisienne et dans ou sous les nappes d'eau. Les échelles pivotantes automatiques, le lance-canon mousse bitube, les voici les Zodiacs. Les fourgons de grande puissance dévidoire, le lance-moniteur remorquable, un camion grue et un ventilateur grand débit. Tout ceci est extrêmement technique. Il faudra qu'un jour nous demandions à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris de faire une émission spéciale avec elle pour mieux familiariser le public avec les matériels. La revue, le défilé se termine.
Chaque année, les personnels ayant défilé le 14 juillet sont invités à déjeuner par la municipalité de Paris et par un certain nombre d'associations. Au total, 2000 invitations reçues cette année. À la mairie de Paris, sous la présidence de M. Chirac, un millier d'officiers, de sous-officiers et d'hommes du rang sont à déjeuner dans les salons d'hôtel de ville, enfin vont y être. Les anciens de la 2e DB, sous la présidence de la maréchale Leclerc, ont reçu 200 invitations. Les anciens de Rhin et Danube, sous la présidence de la maréchale Delattre, 70 invitations. Et puis il y a les anciens légionnaires, les anciens chasseurs, les anciens marins, l'Union nationale des parachutistes, les combattants volontaires de la résistance. Le président de la République félicite et remercie le général de corps d'armée de Barry, gouverneur militaire de Paris. Et puis, il y a une dizaine d'autres associations et fédérations qui ont demandé à ceux qui ont défilé aujourd'hui de venir prendre un repas avec eux. Et de son côté, l'armée de l'air a organisé 2 grands rassemblements sur les bases du Bourget et de Saint-Cyr pour 500 aviateurs et auxquels sont invités les membres des associations d'anciens aviateurs. Le président serre la main à M. Dornano, à Mme Pelletier, à M. Chartier, à M. Leca, à M. Soisson qu'on aperçoit, à M. Degnaud, à tous les membres du gouvernement. Voici maintenant M. Chaban-Delmas, président de l'Assemblée, M. Perfit, M. Bonnet, Mme Sagné-Seïté, M. le ministre de l'Industrie, toujours reconnaissable à ses cheveux gris, à son air souriant. Le défilé devait se terminer à 10. Nous sommes, comme les militaires, pile à l'heure. Le maire de Paris salue le président de la République. D'autres hautes personnalités en font autant. Le nonce du Saint-Siège apostolique, doyen de droit du corps diplomatique à Paris. Et puis là, sans parapluie, juste à côté du président, M. Mérimée, le patron des services du protocole. Et les parapluies, que voulez-vous? M. Poniatowski, là, reconnaissable à ses lunettes. Je suis pas sûr d'ailleurs. Quelqu'un qui lui ressemblait. Et puis les ambassadeurs, les chefs de mission diplomatique. Dans un instant, si le président continue, il arrivera à la tribune des attachés militaires. Ça a été une belle revue, un beau défilé, gâché, il faut bien le dire, un peu par le temps, mais que voulez-vous? Nous vivons dans le nord du pays, un été pourri, comme l'on dit. Ce n'est pas cela qui va empêcher les éléments de l'armée française de défiler pour le 14 juillet, d'autant plus qu'il s'agit, nous vous l'avons rappelé, du 14 juillet du centenaire, puisque c'est il y a 100 ans, le 14 juillet 1880, que sous le président Jules Grévy, la Marseillaise fut adoptée officiellement comme hymne national, c'est-à-dire que l'on réactiva le décret de Messidor III, qui avait donné à la Marseillaise sa place, mais qui n'avait, pour ainsi dire, jamais été appliqué. Et c'est au mois de mai 1880, alors que la République était installée depuis 70, l'ambassadeur d'Italie et puis M. Orsetti, ambassadeur à Monaco, ancien préfet. Au mois de mai 1880, Benjamin Raspail, qui a tout un boulevard à Paris, fit adopter la loi. Le jour de la fête nationale française, c'est le 14 juillet, quel que soit le temps. Le président de la République va quitter avec le général de Montaudoin la place de la Concorde, livrant ses impressions là à M. Mérimée, mais nous n'avons pas de micro qui suit. Le président est parfaitement souriant. Le chef de l'État et le chef du gouvernement, aussi souriants l'un que l'autre, et M. Bourges a l'air particulièrement satisfait de ce que nous appellerons la prestation de l'armée. C'est le ministre de la Défense. C'était un reportage à Paris, en direct, de Jean-Claude Delannoy. Et tandis que le président repart, nous allons rendre l'antenne à nos studios à Cognac-Jay. Les commentaires étaient de Léon Zitrone, qui a bénéficié, je voudrais le remercier, de l'aimable concours
du chef de bataillon Fromion, délégué par le service d'information et des relations publiques des armées, qui bien souvent nous a montré ce qu'il fallait souligner. Ici, Paris, la Concorde, l'Étoile, l'Arc de Triomphe, le drapeau tricolore. À vous, Cognac-Jay.